Bonjour à tous, bienvenue sur Only a Giant podcast numéro 159. Que de monde aujourd'hui autour du plateau des experts. Moi c'est Plax, je suis avec, comme d'habitude, mon cher Thiergo qui a mis sa casquette à l'envers. Ça veut dire qu'il s'est retroussé les manches, il a mis son t-shirt Justice, il est prêt à en découdre. Comment ça va Thiergo ? Prêt à en découdre, je sais pas, mais ça va très bien compte tenu des circonstances. Comme je disais en pré-podcast, pour moi c'est beaucoup plus facile de supporter cette phase difficile des Giants compte tenu de la belle météo que j'ai à Sydney. Et j'ai la plage pas très loin. Donc, alors ici c'est ça va. catastrophique. Je peux te dire que Paris laisse tomber, là c'est des trompes d'eau, c'est la folie. Bref, peu importe. On a avec nous Niti également qui nous vient tout droit de Nantes. Il a été assisté à la victoire du leader du championnat de Ligue 1 en direct, directement au stade de la Beaujoire. Comment ça va Niti ? Salut Plax, salut tout le monde. Écoute, ça va super bien. Lens a gagné, mais les Giants perdent. Mais bon, cette semaine, ça va mieux parce que les Giants, ils ont de grandes chances, je crois, de ne pas perdre. Enfin, je crois, hein, je pense. Hein. Oui, Mais au moment où on enregistre le podcast. ouais, non, voilà. Mais sinon, ça va. Ouais, voilà. Lens est leader, donc ça ne peut que aller bien. Et on a troisième invité avec nous aujourd'hui, François, qui est là pour le coup, c'est l'opposé de Lens en ce moment, si on parle de Ligue 1. Je suis de très près Nice, François, et ça a l'air pas facile en ce moment. Comment vas-tu, mon cher François ? Écoute, normalement, je devrais être à la messe à cette heure-là pour allumer un cierge pour les Giants et pour l'OGC Nice. Donc, les Giants, c'est la bye week. L'OGC Nice, le Cirque Pinder, c'est à 14h30 cet après-midi. Je vais regarder ça avec une boîte d'antidépresseurs à côté de moi. Voilà, pour toi, ça doit être dur. Ce que tu disais l'autre fois par texto, ça doit être dur cette année parce que tu supportes deux équipes qui sont au fond du gouffre en ce moment. Oui, non, complètement. Là, c'est en latin, on appelle ça annus horribilis. Mon pauvre. Bon, on va quand même parler donc principalement. Je faisais une petite aparté Ligue 1. On peut faire une aparté football australien si tu veux, Thiago, mais on va parler principalement de NFL, même si j'ai vu que dans les actualités incroyables, eh bien notre cher ami Donald Trump avait décidé que, essaye de pousser pour que ça s'appelle plus football, parce qu'il décide que football maintenant ça reste le soccer. Bref, fallait qu'il fasse encore un truc sorti de nulle part. Faut toujours qu'il nous fasse. Mais complètement. Mais alors la solution, c'est que la NFL invente à son tour un prix de la paix que la NFL lui remette, et que du coup ils disent finalement on va continuer à appeler ça football chez nous et le soccer pour ceux qui poussent la balle à 22 autour du terrain. Voilà. Après, en soi, par contre, c'est vrai que le terme est quand même plus adapté pour le soccer, puisque le foot et le ball, voilà. Bon, bref, c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Alors, je vous donne le programme. On va parler donc un bilan de bye week. Je l'avais appelé bilan de mi-saison, mais cette année, la mi-saison, c'est pas du tout pour notre bye week. On est plutôt à 3/4 de saison. Il nous reste 4 matchs après cette. Donc, on enregistre ça un dimanche matin avant la journée de championnat, donc la 14e semaine à laquelle les Giants ne participent pas. On va ensuite parler de ce changement d'air qui a déjà commencé avec le changement de head coach. Est-ce que Joe Shane va survivre à tout ça ? Et puis on parlera du reste de la saison, puisqu'il y a quand même 4 matchs et Mike Kafka, on le rappelle, essaye de jouer sa place potentiellement pour être coach l'année prochaine. On va principalement, pour cette première question, sur ce bilan, parler, voir ça avec Niti et François, puisque Thiergo, on a déjà longuement parlé, nous tous les deux, de ce bilan de bye week. Donc je rappelle, on est actuellement à 2 victoires, 11 défaites, voilà, quel bilan incroyable. Dabol était à 2 victoires, 8 défaites avant d'être remercié. Il a été remplacé par Mike Kafka, qui est, après 2 matchs qu'il aurait pu gagner, qui se sont encore une fois soldés par une défaite dans le 4e quart-temps. Finalement, il est à 0-3 avec cette défaite catastrophique. Donc, on n'a pas fait de podcast pour parler du match contre les Patriots, mais c'était là pour le coup, c'était un très mauvais match de notre équipe. Je vais commencer par toi, Niti. Quelle est ta vision ? Toi, est-ce que tu t'attendais à ce bilan de 2-11 ? Est-ce que tu t'attendais à ce départ de Brian Daboll comme ça aussitôt ? Ou est-ce que tu te dis, non, je me doutais, 2-11, c'était ce qui nous pendait au nez depuis longtemps ? Il faut savoir que le calendrier ne nous a pas souri en début de saison. Donc, avoir un bilan négatif ne me surprend pas. Par contre, le bilan de 2 victoires, 11 défaites, ça me surprend, on va dire, légèrement. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que on a eu
des matchs où on a vraiment accroché l'équipe adverse et qu'on aurait dû gagner. On en reviendra plus tard, évidemment, sur le contenu, mais vous en avez déjà parlé lors des précédents podcasts. Je ne vais pas revenir dessus. Après, Brian Dabble qui allait partir, ça, je m'y attendais à un moment de la saison, mais je ne m'y attendais pas dans le timing où ça s'est passé, en fait. Après, je pensais qu'il fallait le faire, pour moi, il fallait le faire peut-être plus tôt, parce que on commençait à aller dans une spirale négative. Et le moment où ils l'ont viré, en fait, c'était déjà trop tard. Donc finalement, j'ai un sentiment mitigé. C'est-à-dire que je m'y attendais à ce bilan négatif, mais je ne m'y attendais pas à des événements, on va dire, assez contraignants pour notre franchise. Et ce bilan, on va dire, très négatif, voire même catastrophique de victoires, 11 défaites. Ouais, tu as raison. Le calendrier était vraiment difficile. Donc, on savait que ça allait mal commencer, mais il y avait quand même moyen de faire des choses sur certains matchs. Et c'est surtout, en fait, ces victoires qui nous ont échappé de manière complètement incroyable. À chaque fois, avec François, le lendemain, on se dit, mais comment on cherche des explications, comment on explique ça? On arrive à un stade où tu n'as plus d'idée, en fait. Et cette fameuse photo du chat noir du match de je ne sais plus quelle année, 2018-2019, qui revient à chaque fois. François, toi, ton avis sur ces 2-11? Alors oui, on est tous déçus, ça je me doute que tu es aussi déçu, mais est-ce que tu t'y attendais? Est-ce que c'est une surprise? Je sais pas comment tu vis le truc, toi, un petit peu, avec ce énième bilan encore négatif et même catastrophique. Alors, non, je ne m'y attendais pas, comme beaucoup d'entre nous, je pense, parce que la draft, parce que le QB room qui s'était sensiblement amélioré. Mais le gouffre de médiocrité auquel tous les amoureux des Giants que nous sommes faisons face, et en plus avec une espèce de cruauté dans les quatrièmes cartons qu'on a vécu à des heures où normalement on est dans les bras de Morphée. Non, ça non. Ça non, et je pense que c'est la saison, je parle pour moi, la saison la plus horrible sur le fond et la forme, parce que Nitti a bien fait de rappeler qu'on avait un calendrier qui était, de l'avis de tous les observateurs de la NFL, sans doute le plus difficile. Toutefois, même si on n'allait pas en play-off, parce qu'on est réaliste, mais je pensais qu'on allait quand même poser des problèmes. Alors, on ne va pas se tirer des balles dans le pied. Alors, on a quand même posé des problèmes, puisqu'on a accroché plein de grosses équipes qui sont en bilan positif, mais le résultat final était le même. Voilà, t'as beau accrocher, si tu perds, et au final, c'est quand même une défaite. Malgré tout, le niveau de jeu n'a pas été si catastrophique. Toi, tu nous as trouvé, en termes de niveau de jeu, quand même... Est-ce que tu as un peu vibré quand même sur certains matchs? Il y a eu des moments où, par rapport à des saisons précédentes où en attaque, c'était vraiment le calme plat. Là, c'était un petit peu mieux. Non, mais le niveau de jeu, Plax, moi, je ne peux pas le décorréler complètement du résultat, mais surtout de la capacité d'une équipe, à un moment donné, à gagner les rencontres. Et quand on voyait, si vous prêtez attention aux graphiques statistiques, mais aussi d'évolution de jeu, et quand cette équipe rentrait dans les quatrièmes cartons, une espèce d'implosion, d'effondrement, on ne peut pas dire « Ah oui, on a fait 3 bons cartons, et puis dans le quatrième, tout est parti comme ça à volo ». Ça ne peut pas avoir un autre qualificatif que médiocre, voire catastrophique, parce qu'on a eu des victoires à bout de bras et qui nous les tendaient d'ailleurs, ces bras. À un moment donné, moi, j'appelle ça catastrophique. Ouais. Mais le nombre de fois où cette fameuse courbe statistique est montée à 90-95% avant de s'écrouler de manière horrible dans les dernières minutes, oui, ça, on l'a vu plusieurs fois, c'est passé sur les réseaux sociaux à chaque fois. Donc au final, on a quand même une attaque. Alors j'ai regardé un petit peu les statistiques. En termes de TD globaux, surtout à la course, on a 17 TD à la passe, 17 TD à la course sur ces 3 quarts de saison qu'on a fait. On a une attaque qui est largement dans le top 15. Donc ça, c'est quand même assez satisfaisant, puisque les années précédentes, on était
bottom 2-3, quoi. C'était vraiment, on était au-delà de la 30e attaque à chaque fois de la ligue. Donc ça, c'était vraiment pourri. Et cette année, ça s'est bien amélioré. La défense, par contre, là, on est clairement dans ce dernier 3 de la ligue, voire 2. C'est malgré l'investissement qui a été fait. Thiago, toi, on en a déjà un petit peu parlé tous les deux, cette attaque quand même qui nous refait vivre un petit peu de sensations, mais cette défense qui n'a pas été au niveau. D'ailleurs, le coordinateur défensif a fini par être viré lui aussi. Est-ce que tu arrives, Thiago, toi, à expliquer cette contre-performance de la défense? On voit donc le coordinateur qui s'est fait virer. Là, ils ont viré cette semaine. Alors, j'ai pas trop compris quel était l'intérêt, mais l'assistant defensive line des Giants. Voilà, comment, malgré les investissements qui ont été faits à la mi-saison, on arrive avec cette défense aussi catastrophique? D'où est-ce que ça peut venir, ce truc-là? Moi, j'arrive pas vraiment à comprendre, même si le coordinateur est pas bon. À un moment donné, c'est pas possible d'être aussi nul, quoi. Ouais, alors je pense qu'il y a quelque chose. Enfin, le problème existait déjà, mais on l'a probablement pas autant remarqué que cette saison, parce que les saisons précédentes, le joueur qui focalisait l'attention des fans et qui était la source de tous nos maux selon les médias, c'était ce pauvre Daniel Jones. La raison pour laquelle on perdait, c'était Daniel Jones, un point, c'est tout. Qu'il fasse un bon match ou qu'il fasse un mauvais match. Et on a Joe Shane et Brian Daboll qui nous ont dit il nous faut un quarterback. Dès qu'on a un quarterback, c'est bon, tout est réglé. On a le quarterback. On a vu en effet cette saison une amélioration offensive incroyable, vraiment. Et en dépit de blessures terribles pour Malik Neighbors et Cam Skattebo, on a une ligne offensive qui a énormément progressé. Et en fait, maintenant que ce côté est réglé, en fait, on se rend compte que l'autre côté, malgré tout ce qui a été fait, parce qu'il y a quand même de belles additions. Dexter Lawrence, bon, certes, il revient de blessure, ça reste quand même un joueur tout à fait correct. Kayvon Thibodeau, c'est enfin sorti les doigts, pardonnez-moi l'expression. On a un Brian Burns hallucinant. Et Paulson Adebo, quand il n'était pas blessé, c'était quand même pas mal. Le reste, c'est. Mais en fait, on a l'une des pires défenses contre la course de la Ligue depuis des années. Et en fait, quand on y réfléchit, c'est pas nouveau. C'est pas nouveau, ce problème de défense contre la course. Et maintenant que Daboll et Joe Shane ne peuvent plus pointer à Daniel Jones en disant vous voyez, c'est pour ça qu'on ne gagne pas, on se rend compte que en fait, le travail a été fait à moitié. On a beaucoup eu ce débat entre toi et moi, Plax, que Joe Shane a quand même assaini les finances de l'équipe, il a amélioré à beaucoup de postes, et oui, c'est vrai, mais au final, le résultat, il est là. Et c'est ce que tu disais, François. Un match, c'est pas 3 quarts temps, c'est 4 quarts temps, et une équipe, c'est pas juste 11 mecs en attaque, c'est 11 mecs en défense aussi, c'est des gars en special teams, et c'est des remplaçants. Et moi, ce que je constate, c'est que en fait, dès qu'on perd un de nos titulaires, c'est le désarroi total pour les Giants, parce que le gap entre le titulaire et le backup est juste énorme. Donc, C'est vrai, tu as raison, surtout sur nos DB où là c'est vraiment catastrophique, on n'a plus personne, on fait jouer le pauvre Corey Black qui en plus s'est blessé, qui est pris au 7e tour, voilà, donc je suis d'accord qu'on n'a pas réussi à se renforcer assez. Malgré tout, j'avais l'impression quand même qu'il y avait plus de monde sur le banc, notamment sur la D-line, mais force est de constater que ça marche pas. François, sur comment toi tu vois un peu cette défense-là, et surtout un point un peu, je trouve, qui est un peu caractéristique de... Tu parlais de Dexter Lawrence qui n'a pas eu autant d'impact cette année, alors qu'il mettait des pressions incroyables les années d'avant. Thiago, là, c'est vrai qu'on le voit quasiment plus. Abdul Carter qu'on a récupéré très 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 haut dans cette draft, qui est censé être un monstre absolu de la défense. Qui finalement on voit qu'il y a des problèmes voilà, c'est au-delà du terrain aussi, ça se cristallise sur le terrain, et nous ce qu'on voit c'est le terrain, mais il y a des problèmes au-delà. Alors juste un truc quand même, l'histoire de regarder du porno machin, ça c'est pas un vrai truc, c'est un faux pour relayer ce genre d'informations, donc ça c'est pas une vraie info, mais t'en parlais d'Abdul Carter un peu, François, de ton point de vue, de toi qui a été qui est assez proche et qui voit le milieu professionnel du sport comme ça, est-ce que
as une analyse un peu spécifique de qu'est-ce qui peut se passer à ce moment-là dans un vestiaire? Est-ce que c'est une, comment dire, une orientation globale de l'équipe qui va vers le bas? Enfin, je sais pas, quel est toi ton regard critique sur ces problèmes qui ont l'air de s'enchaîner? Au bout d'un moment, ça peut pas être du hasard, quoi. Exactement, c'est que la répétition des incidents apporte quasiment la preuve que c'est le moteur qui cloche, c'est pas un élément de la mécanique. Alors moi, il m'est avis que ce vestiaire, des deux côtés de l'équipe, le côté offensif et le côté défensif, manque terriblement de leader. Certaines attitudes de rookie, des attitudes aussi parfois de joueurs chevronnés. Je pense que même le meilleur joueur la saison dernière, qui, de l'avis de tous, était Dexter Lawrence, je pense qu'il n'a pas pris la mesure du costume qu'on lui a fait endosser, d'être un leader dans cette franchise. En fait, on peut estimer que l'effectif des Giants, est moyen, voire très moyen, mais vous avez d'autres franchises quand même qui ont des effectifs peut-être un peu en deçà d'une autre et qui sont allés grappiller des résultats. Oui, c'est vrai. Donc, Thiago parle, et c'est normal, qualité technique, qualité athlétique. Évidemment, ça, c'est ce qu'on doit tous voir quand on est des spectateurs comme nous. Mais quand on voit les scénarios de nos défaites cette saison, et quand même de certaines aussi de ces dernières saisons, mais cette saison, c'est encore plus criant, je pense, parce que la spirale, elle s'est accélérée. Je pense qu'il y a un problème mental et qu'il y ait un problème de leadership dans le vestiaire avec un staff de coach qui ne fait l'envie de personne en NFL. Je serais très curieux de voir comment Daboll va rebondir, comment Bowen va rebondir. Et je ne crois pas, si on arrivera à en parler ensuite, au futur du manager et de Sean et même de Kafka. Voilà, je pense qu'on a mis un millefeuille, coaching, présidence, joueurs. Alors oui, on va toujours trouver des bons éléments. Skateboo, c'est bien. Dart, c'est peut-être bien l'avenir de cette franchise, offensivement. Et vous savez, j'aime beaucoup ce que dit Barber. Il le répète malheureusement sur les rookies. En fait, il ne faut pas attendre que les rookies vous chamboulent une franchise. Le seul rookie qu'on ait connu, puisqu'on se tient tous, enfin peut-être pas moi, mais dans la même tranche d'âge, c'est Jeremy Shockey, qui, quand il était arrivé, avait véritablement changé les résultats des Giants et qui était un type qui regardait les adversaires droit dans les yeux en disant on va vous marcher sur la gueule. Moi, quand je vois les vidéos de Skateboo, quand je vois Dart aussi, et ne parlons même pas de Carter, je trouve très très loin de ce leadership naturel. Alors ceci dit, sur Skateboo, moi je dirais juste qu'on l'a eu un peu, cette mentalité, je suis plus petit que toi, mais je vais te défoncer. Et d'ailleurs, Skateboo a foutu par terre des All-Pro. Oui. Et c'était justement impressionnant, parce que moi, je n'ai pas connu justement l'époque Jeremy Shockey, je ne suivais pas encore les Giants, enfin, je ne connaissais même pas le football américain, j'ai vu les vidéos et je vois tout à fait de quoi tu parles quand tu dis c'était le bad boy, il défonçait les gars, il perdait son casque, il continuait, et en fait… mais dans le vestiaire aussi. Ah, tu parlais dans le vestiaire, moi je parlais plutôt… Mais dans le vestiaire aussi, et quand tu vois des interviews de Jim Fassel, qui était le head coach des Giants, et quand il le draft, c'est le premier choix de draft des Giants, et quand il le draft, au bout de quelques entraînements, ils comprennent que, ah oui, là, on a alors ça ne s'est pas passé comme ça, mais on a peut-être un futur Hall of Famer. Ce n'est pas parce que les qualités athlétiques et techniques, mais c'était un joueur qui mettait tout le monde d'accord dans le vestiaire. On parle d'un rookie. Nous, on a eu une rookie class qui était importante aussi, dont on a beaucoup attendu. Et on n'est pas déçu par Dart et Skateboo. En revanche, c'est des rookies. On ne peut pas attendre monts et merveilles en général d'eux. Il faut que ce soit des Burns, que ce soit des Lawrence,
Ouais. que ce soit peut-être des Thomas sur la ligne offensive, qui prennent ce leadership, on ne l'a pas. On Non, ne l'a moi, je pas suis parce d'accord que avec je toi. crois que moi, que le comportement des managers reflète celui des managers. Et les managers sont des mauvais. Moi, je suis d'accord avec toi. Il nous manque cet encadrement et on en parlera dans la deuxième partie sur le head coach qu'il faut qu'on recrute. Mais il y a ce problème d'encadrement, il y a ce problème de joueurs qui sont pas des cadres et ça faisait partie. Et pour moi, c'est ça la plus grande perte en réalité de Saquon Barkley. C'est plus son leadership que sur le terrain ce qu'il apporte. D'ailleurs, on voit bien que cette année, il a quasi aucun impact sur les Eagles. Il est pas du tout. Il a fait une excellente saison l'année dernière et cette année, il a disparu. Mais ça reste, je pense, dans le vestiaire, un leader. Et ça, on voit que ça nous a beaucoup manqué. Juste pour finir sur cette partie bilan, Niti, je vais finir par toi. Vraiment focus sur Abdul Carter. Là. Qu'est-ce que toi tu vois de ce joueur-là, toi qui suis la NCAA, donc tu savais que c'était un joueur incroyable pendant la pré-saison, tout le monde, le training camp, tout le monde disait que c'était fou ce qu'il faisait, personne n'arrivait à rester sur lui, etc. Est-ce qu'il y avait eu des rumeurs comme ça sur potentiellement des problèmes de comportement? On le voit qui a été en retard souvent, etc. Est-ce que c'est quelque chose qui était déjà le cas en universitaire ou pas? Et bon, moi je vais donner mon avis. Je pense que c'est pas, il est encore rookie et il y a très largement moyen de changer. Je pense que l'ambiance générale de l'équipe et le fait qu'il n'ait pas le bon encadrement a un impact très négatif sur lui. Mais qu'est-ce que tu penses de ça? Est-ce qu'il y avait déjà des bribes de ça et des choses qui se disaient en NCA? Non, j'avais pas écho de problèmes de comportement. Sinon, il aurait pas été pris, je pense, en numéro 3. S'il a été pris en numéro 3, c'est parce que vraiment, il faisait vraiment penser dans le profil sur le terrain à un certain Micah Parsons. Il venait de la même université, Penn State, le même numéro, entre guillemets, numéro 11, et linebacker reconverti edge rusher. J'avais pas le souvenir de problèmes de comportement. Après, tu le dis toi-même dans ta question, je te répondrai par ça, c'est que, et ça rejoint ce que dit François, c'est qu'il n'est pas très très bien encadré, je pense, Abdul Carter, parce que comme disait aussi très bien François, c'est qu'un rookie. Après, donc, ils ne font pas en attendre monts et merveilles. Ce qu'on attendait peut-être un peu plus, c'est au niveau des chiffres, au niveau des sacs produits. Malgré tout, il fait tout de même beaucoup de pression, et ça, vous l'avez déjà dit lors des précédents podcasts. Mais d'un choix numéro 3, Abdul Carter, moi, j'anticipe peut-être un peu de ta question sur mon avis sur la saison d'Abdul Carter, c'est que je reste un peu sur ma faim. Tout de même, il avait tout de même des Burns, des Lawrence et des Thibodeau à ses côtés. Il n'était pas capable non plus de produire malgré les joueurs qu'il y avait sur la ligne défensive en nombre de sacs. Donc, c'est là où je reste sur ma faim. Maintenant, on a viré le coordinateur défensif. Donc, pour la saison prochaine, ce qu'on attend, ce que vous attendez tous, c'est une augmentation statistique du nombre de sacs souvent. Donc, c'est ça qu'il faut qu'il améliore, la finition de ses actions, afin de devenir le joueur qu'on attend lorsqu'il a été sélectionné. Ouais, moi, je pense que avec un bon encadrement, il a très largement moyen d'exploser. De toute façon, avec un bon encadrement, cette équipe peut être largement meilleure, mais il va nous falloir un head coach qui est vraiment un gestionnaire d'hommes, un manager, et pas un spécialiste génie de l'attaque ou un génie de la défense, parce que ça, on a les coordinateurs qui sont là pour ça. Mais je vous pose une question, pardon, Vas-y. Une question très courte. Vous savez, Lawrence Taylor, qui est un des 3 plus grands joueurs de notre franchise et un des 3 plus grands joueurs de l'histoire de la NFL. S'il n'a pas Parcell et Belichick, qui est le defensive coordinateur quand il arrive, bon, c'est du football fiction ce que je suis en train de vous dire, mais on ne sait pas si il fait la même carrière. Ce que je veux vous dire, c'est qu'on parle beaucoup de potentiel, nous, chez nos très bons joueurs. Mais on a quand même un Neighbors qui balance un tweet il y a 2 semaines en disant « Je pense qu'ils font exprès de nous faire perdre ». Alors, il a retiré tout de suite. Mais pour qu'un joueur se permette ça, même si c'est un wide receiver, mais pour qu'un joueur se permette ça, ça reflète quelque chose du management de l'équipe. Je suis complètement d'accord. Je voulais dire, je suis à 100% d'accord avec toi. Ouais. Et Neighbors, c'était déjà l'an dernier. L'an dernier, le nombre de fois où il a dit des choses en conférence de presse alors qu'il était rookie, etc., clairement, il y a un problème d'encadrement. Moi, je suis 100% d'accord avec ça. Et d'ailleurs, ils auraient dû le remarquer plus tôt, en fait, les Giants. Brian Daboll, c'était un peu le bon pote des joueurs. Et être le bon pote, c'est bien. C'est un style d'encadrement qui peut marcher, mais quand tu encadres 50 et quelques joueurs toutes les semaines, plus toute la réserve, etc.,
c'est difficile. Et alors, je sais pas si vous avez vu passer sur les réseaux, mais il y en a qui disaient oui, si on change de head coach, il nous faut un mec qui laisse pas passer. En fait, presque eux demandent plus de rigueur en fait au prochain head coach qui va arriver. Donc voilà, c'est pas étonnant. D'ailleurs, on peut enchaîner sur ça. Thiergo, tu nous avais déjà dit un petit peu, toi, mais on va parler là maintenant de qu'est-ce qui va se passer à partir de maintenant. Commençons par le head coach. Quel type de head coach il nous faut? Est-ce que toi aussi, Thiergo, tu te dis il nous faut un mec qui encadre vraiment, type un. Je sais pas, on en a des exemples, mais tu parlais de Parcells, c'est ça. C'était une grande gueule. Sûrement que ça passait pas avec tout le monde, mais derrière, l'équipe était au carré et ça marchait exactement comme on le voulait. C'est quoi ton avis, toi, Thiergo, sur ce type de head coach qu'il nous faut pour la saison prochaine? Il faut quelqu'un qui soit plus qu'un coordinateur qui gère toute l'équipe. Parce que c'est là où on voit beaucoup de coordinateurs à succès se planter. C'est une chose d'être un coordinateur offensif à succès, d'être un coordinateur défensif à succès, mais comme l'a dit François, avoir une cinquantaine de gars à gérer, c'est un autre boulot. D'ailleurs, un des gros problèmes de Brian Daboll, c'était qu'il ne voulait pas lâcher la main du play calling offensif. Il voulait contrôler ce que faisait Kafka. Alors, au début, ça se comprenait puisque Kafka était un rookie coordinateur offensif, mais la différence que je vois entre un Brian Daboll et un Tom Coughlin, c'est que Tom Coughlin, quand il est arrivé chez les Giants, il avait déjà eu son expérience chez les Jaguars, qui avait été... il y avait quand même eu un succès relatif, bon, et puis après, ça s'est mal passé sur les 2 dernières saisons, il s'est fait virer. Moi, ce que j'aimerais bien pour le prochain coordinateur, en fait, pour terminer le point sur Coughlin, c'est que Coughlin, quand il est arrivé chez les Giants, il n'était pas impliqué dans le play calling. C'est-à-dire que dans des situations précises, oui, le head coach va dire « je veux qu'on fasse ça ». Et c'est au coordinateur offensif d'appliquer la directive très générale du coach principal. Mais Brian Daboll, je pense qu'il n'a pas réussi à prendre ce rôle de gestionnaire parce qu'il n'avait pas l'habitude. Et ce que j'aimerais bien, moi, pour le prochain head coach, c'est quelqu'un qui a déjà une certaine expérience de gérer tout un effectif. Alors, est-ce qu'il faut que ce soit forcément une expérience de head coach en NFL? J'en suis pas convaincu, surtout si c'est pour nous mettre un Mike McCarthy ou un Arthur Smith, comme on a pu entendre de certaines rumeurs. Ça me donnerait plutôt envie de me pendre, parce qu'en plus, on a eu, je ne sais pas si vous vous rappelez, de Pat Shurmur qui avait été head coach des Browns avant de venir chez nous, et ça n'a pas forcément aidé. Head coach des Browns, ça compte pas, je suis désolé, ça peut pas compter comme une expérience positive sur un head coach. Mais voilà, mais en fait, en disant ça, je veux pas non plus complètement éliminer les coordinateurs qui n'ont pas d'expérience. On parle beaucoup de Chris Shula qui est chez les Rams. Les Rams, ils ont quand même... J'ai l'impression qu'en fait, les coachs qui travaillent avec Sean McVay ont l'air de pas trop mal se débrouiller. Ça ne garantit pas forcément que Chris Shula sera un bon choix pour nous, mais c'est une piste à explorer. Mais on a clairement en fait besoin de quelqu'un qui change la culture, qui en effet laisse moins passer de comportements qui ne sont pas bons pour le collectif. Je dis pas qu'il faut réinstaurer que toutes les horloges des Giants soient mises 5 minutes avant l'heure comme Coughlin le faisait. Et Coughlin il disait si tu arrives, si le meeting est à 10h et que tu arrives à 9h56, tu es en retard. C'était la méthode Coughlin. Ce qui a saoulé beaucoup de joueurs aussi, y compris Michael Strahan. Mais il y avait un peu cet autoritarisme qui a permis de recadrer les choses. Et peut-être qu'on a besoin de ça chez les Giants. Ouais, c'est quoi ton avis, toi, Nitti, sur ça? Est-ce que tu as un ou deux noms en tête qui te viennent comme candidat idéal là, si tu devais imaginer le futur head coach des Giants? Je pense qu'au-delà du nom, je pense qu'il faudrait déjà trouver un entraîneur qui pointe les problèmes des Giants sur et en dehors du terrain, c'est-à-dire dans l'organisation, qui regarde l'organisation, déjà qui pose la première question, c'est quelle est votre organisation aujourd'hui et comment je peux vous aider à améliorer déjà le fonctionnement de l'organisation de la franchise. Parce que sur les 10 dernières saisons, on ne fait que 2 saisons positives. Déjà, ça, un head coach, il doit être au courant de ça. Au lieu, pour moi, d'un head coach qui va miser sur son expérience et qui va dire « Vous voyez, j'ai fait ça comme bilan à Green Bay, à
à Tennessee, regarder les statistiques, machin. Moi, ça, je m'en fous. Moi, je veux un entraîneur qui, alors pas vraiment autoritaire, mais un entraîneur qui pointe déjà du doigt les failles organisationnelles de notre franchise et qui dise à John Mara, notre propriétaire, vous voyez ça, c'est old school, ça c'est old school, ça c'est ça passe pas. Et après, sur le terrain, c'est la gestion des joueurs, comment je vois ce joueur, comment je vois tel joueur. Ça, c'est du classique limite. Mais un entraîneur qui a des idées déjà sur l'organisation de la franchise en lui-même, qui challenge Joe Schoen et John Mara pour qu'ensuite ils puissent prendre le poste. Mais ça, je ne sais pas si Joe Schoen et John Mara vont aller vers ce choix-là parce que les deux aussi, ils ont tellement d'ego que quel que soit le coach qui sera aux Giants, je ne sais pas si ça va changer quelque chose. Moi, et après pour terminer, si j'ai un ou deux noms à donner, moi j'ai Vance Joseph, le coordinateur défensif des Broncos, qui a amélioré cette défense des Broncos. Chris Shula, c'est pas mal comme choix. Sinon, on va dire un coach un peu plus offensif. Je dirais peut-être, il y a Joe Brady qui est vraiment tête de liste, le coordinateur offensif des Bills pour moi, mais je ne suis pas sûr qu'il ait encore le niveau pour être un entraîneur en chef. Ouais, et il y a en ce moment des gros problèmes, Mike Tomlin avec les Steelers, qui lui, je trouve que même quand il a eu des effectifs qui étaient moyens, sur des saisons moyennes, il a toujours été un positif, et ça c'est incroyable. Il a gagné qu'une seule fois malheureusement, donc c'est ce que certains spécialistes vont dire, oui mais regardez, il a quasiment rien gagné. Ouais, sauf que en fait ta franchise elle a été solide pendant longtemps, et ça pour le coup, lui il se revendique pas comme étant un génie de quoi que ce soit, mais il sait gérer des gars, il sait gérer investir, et tu sais que tu dois... voilà, la franchise devrait tourner rond avec un mec comme ça. François, toi, ton avis sur ça, peut-être sur le fait aussi qu'on ait changé comme ça en mi-saison, est-ce que tu vois une possible transition d'un Mike Kafka qui se retrouve là un peu parachuté? Est-ce que c'est possible qu'il soit là encore l'an prochain? C'est quoi, toi, ton avis un petit peu sur ce process-là qu'on a eu de virer le coach en mi-saison, avoir un Mike Kafka, et qu'est-ce qui peut se passer pour la suite? Ça fait beaucoup de questions. Ça fait beaucoup de questions, ouais. Non, je suis de l'avis de tout le monde. Changer en mi-saison dans un sport comme le football américain, il ne faut pas s'attendre à des bouleversements significatifs parce que la machine d'une franchise, je trouve, est tellement complexe. Donc, il faut évidemment se projeter sur 2026 avec... Là, en revanche, je pense qu'il faut faire table rase. Ok, c'était ça, je voulais savoir. Ouais, ok. Toi, tu peux pas en dire tout le monde, quoi. Ouais. Oui, Nitti, oui, mais un peu par expérience. Ça fait 28 ans que je travaille dans le sport professionnel. Justement, est-ce que tu as des expériences en tête, ou peut-être tu n'as pas le droit d'en parler spécifiquement, mais toi, tu as vu qu'il fallait à un moment faire un reboot total pour repartir sur des bases saines. Ouais. Oui, parce que les athlètes, ils voient très souvent les choses dans les sports co de surcroît. Ils les voient très souvent de manière manichéenne, noir, blanc. Le gris, ils ne connaissent pas. Donc, quand la spirale est négative, et tu en as fait référence, pardon, Plax, tu disais les joueurs eux-mêmes, ils demandent aujourd'hui chez les Giants à ce qu'on remette l'église au milieu du village. Quand les joueurs, ils sont dans cette dynamique-là, ils ont évidemment une part de responsabilité, mais la culpabilité, elle vient du sommet de la pyramide. Nitti faisait quelques remarques par rapport à comment fonctionne la franchise. Savoir qu'il y a des membres de la famille Marin qui travaillent directement avec l'effectif professionnel. Donc, faire table rase, c'est évidemment difficile, mais il faut savoir ce que veulent les propriétaires, la famille Tiche comme la famille Marat. Est-ce qu'ils comprendront, est-ce qu'ils auront le courage de remettre totalement les compteurs à zéro? On ne peut pas se satisfaire pour une franchise qui a 4 Super Bowls d'avoir fait 2 saisons positives, dont la dernière avec première année qui, quelque part, évidemment, nous a tous bercé d'illusions avec Sean et Doubles. Et puis, finalement, il s'est avéré que c'était un coup d'éclat. Et cette franchise mérite de jouer les premiers rôles parce que c'est son pédigré. On n'est pas une franchise avec 1 ou 2 Super Bowls, non.
On est une franchise qui a une histoire qui est parmi les plus anciennes de la NFL. On n'est pas à notre place. On n'est pas à notre place. Il ne faut pas que ces 10 ans deviennent une espèce d'habitude. Et faire table rase, alors, le nom, tu vas peut-être me le demander. Moi, j'ai bien aimé quelques remarques chez les Américains, chez les observateurs, qui disaient qu'il faudrait peut-être enfin que les Giants prennent un head coach qui ait une culture défensive. Et moi, je trouve qu'un Spagnuolo, s'il est possible de le récupérer chez les Chiefs, il connaît New York, il connaît la franchise. Alors, pourquoi je distingue les deux? Parce que je pense que coacher à New York, ou à Los Angeles. Mais New York, c'est quand même un autre périmètre pour des athlètes que d'être dans le fin fond de la Floride, du Kansas ou du Texas. Et il a une culture défensive qui a fait ses preuves. Il connaît la formule gagnante. Ouais. Et il y a pas mal de gens là sur McCarthy qui commencent à se chauffer aussi, qui a un style complètement différent, mais qui, pour le coup, si on se réfère au bilan, le mettent souvent en avant en disant ouais, mais tu vois, regarde, il a un passé, un pédigré qui fait que c'est peut-être le genre de mec qu'il nous faudrait, quoi. Max, juste avant que tu enchaînes, j'ai une question pour François par rapport à ce que tu disais de faire table rase. Il y a quelque chose qui anime la communauté des fans des Giants, c'est est-ce qu'il est temps que la famille Mara se débarrasse de tous les membres de la famille qui sont impliqués dans les opérations sportives, et on pense notamment à Tim McDonnell, qui est en fait le neveu de John Mara, qui a une petite expérience de management football, puisqu'il a travaillé à Notre-Dame. Il n'est pas arrivé comme ça sans aucune compétence, hein. Mais moi, ce qui m'intéresserait, c'est, toi, de ton expérience, est-ce que tu as vu des organisations dans d'autres sports et des sports collectifs où il y a les propriétaires ont justement des membres de leur famille qui participent au management, et un jour, ils ont dit bon, écoute, t'es bien gentil, Polo, mais allez, on va mettre quelqu'un qu'on a choisi et dont c'est le métier. C'est difficile. Quand c'est la famille, c'est difficile. Ouais. Oui, j'ai connu ça. C'est très difficile. Mais le propre d'un grand manager, c'est de ne faire aucun sentiment. Aucun sentiment. Vous ne pouvez pas, et ça a été une erreur majeure de Dabbles, qui je pense va le suivre comme une énorme batterie de casserole au bout du pied, vous ne pouvez pas ne manager que sur la fibre affective qui consiste à donner un coup de règle sur les doigts ou bien à caresser dans le sens du poil. C'est ni l'un ni l'autre. Il n'y a ni le coup de règle, ni caresser dans le sens du poil. C'est la distance. Cette distance, quand vous commencez à avoir un coach qui frise parfois à l'hystérie, quand ça se passe bien ou mal, comme c'était le cas de Dabbles, vous commencez à avoir quoi? Vous commencez à avoir une espèce de zébulon qui réagit comme un joueur. Or, tu es head coach. Et l'affect, c'est pour nous. L'affect, c'est pour ceux qui écoutent le podcast, qui suivent les Giants, pas pour ces head coachs-là, pas pour ce rôle-là. Donc, moi, mon avis au final, c'est que oui, la famille, que ce soit la famille ou pas la famille, parce que vous pouvez avoir aussi des liens très très forts que vous nouez avec un general manager, un head coach, et puis ça se passe mal, et puis au revoir. C'est la loi du milieu. Et à New York, je pense qu'il ne faut pas un grand manager. Je pense qu'il faut un très grand manager. Ouais, et ça, on n'a pas eu depuis très longtemps. Corsi. Corsi pour le general manager et Coughlin pour le rôle de head coach. Parce qu'en fait, après, à Corsi, Jerry, c'était son successeur qu'il avait nommé, mais Jerry a surfé sur la vague qui avait été lancée par Corsi. Et puis après, on a Joe Schoen. Moi, alors, je suis quand même un peu tranché sur cette... Enfin, pardon, je suis encore un peu hésitant sur cette question de est-ce que vraiment Tim McDonnell... C'est ce que j'allais te demander, Thiergo. Voilà, je vais vous la poser à tous. Pas forcément une réponse longue, mais Thiergo, je commence par toi. Est-ce que toi, Joe Schoen doit rester ou est-ce que Joe Schoen doit partir? Alors, pour moi, Joe Schoen doit partir. Et un certain nombre de personnes, en plus de Joe Schoen, qui étaient là avant même Joe Schoen. Je pense notamment à Kevin Abraham, qui est là depuis des années, qui s'occupait du salary cap, qui faisait un très bon travail. Il avait été GM intérim avant qu'on avait viré Gettleman et que Joe Schoen arrive. Je pense que lui, il doit partir. Un Tim McDonnell, en fait, pour moi, tout dépend de comment Tim McDonnell a de l'influence dans cette
organisation. Si John Mara lui a dit « Écoute, je te mets dans l'organisation, par contre, tu suis ce que dit, c'est le general manager qui aura le dernier mot, et je veux pas que tu viennes me voir par rapport de derrière pour me dire « Je suis pas content avec ce qu'il fait », non, c'est pas le problème. Si par contre, en fait, Mara écoute son neveu qui se plaint du general manager, là, il y a un souci, en effet, il faut se débarrasser de ça. Niti, ton avis sur ça? À ton avis, Joe Schoen reste par... Pour moi, il part. Toi, qu'est-ce qui serait la meilleure décision pour toi? Ah, pardon. Honnêtement, tu vois, avoir viré Double, pour moi, je pensais que ça entraînerait que Joe Schoen allait partir aussi. Parce que Joe Schoen et Brian Double, ils étaient vraiment liés depuis les années Bills, quoi. J'ai l'impression que Joe Schoen, il est isolé. Il est isolé dans l'organisation. Et ouais, pour moi, est-ce que ça changerait quelque chose s'il part ou pas? Ça, il a quand même fait des choses positives, mais au final, un manager général, ça se joue sur les résultats. Et là, en 4 ans, malheureusement, le bilan, il est hyper négatif. Je vois pas comment il pourrait rester, en fait. Il faudrait le justifier. Et en tout cas, alors Mara, malheureusement, il est malade, mais sûrement que quelqu'un du haut management, comme Mara s'était présenté l'an dernier pour discuter, il va falloir le justifier. S'il reste, il sera posé une question à quelqu'un qui va devoir expliquer pourquoi il reste. Donc, il faut pouvoir le justifier. C'est vrai, il a fait des bonnes choses, il a fait des mauvaises choses aussi, il l'a reconnu plus ou moins qu'il avait fait des erreurs en conférence de presse là récemment, mais bon, lui en tout cas, il est dans l'optique de rester, c'est normal, hein, il va pas dire, voilà, je suis sur la sellette, j'en sais rien, il va évidemment pas dire ça en conférence de presse. Toi, François, ton avis sur ça, Joe Schoen doit rester ou doit partir? Tu as plus ou moins dit que tu voulais faire table rase, donc j'imagine que tu penses qu'il faut partir. Oui, c'est la porte. Oui, c'est la porte, parce qu'en plus de ça, s'il devait rester, quelle serait l'incidence de sa parole sur le choix du futur head coach? Parce que Nitti l'a rappelé, on le sait, ils allaient ensemble. C'était un package, en quelque sorte, des Bills, Shane et Dabbs. Shane est dans cette spirale d'échecs. Forcément, si vous prenez un winner, si vous prenez quelqu'un qui est là pour vous faire gagner, avec un GM qui est un loser, vraiment, je résume les choses, je ne les caricature pas. Hein. C'est la table de résultats parle pour cette franchise, malheureusement. Ouais. On ne peut pas continuer comme ça. Je veux dire, c'est comme si vous dites, bon, alors écoutez, le nouveau head coach, c'est une Ferrari. Ben, en revanche, le general manager qui doit passer des vitesses, il n'a jamais eu autre chose qu'une boîte automatique. Là, je caricature, je le fais. Non, mais c'est logique. Ça ne peut pas marcher sur presque, j'ai envie de dire, le court terme. Ça ne peut pas marcher. Ou alors, il faudrait dire au GM, bon, écoute, tu restes là, on va continuer à te payer, mais tu te mets à l'ombre, quoi. Ça ne marche pas. On n'entendait pas beaucoup parler de Accorsi quand Coughlin était là. Parce que Coughlin avait quand même des résultats qui n'étaient pas dingues, mais il avait des résultats. Et puis, on a eu 2 Super Bowls. Et à Corsi, il est dans l'ombre. Et ça marche. Là, on est loin de cette équation. On en est vraiment très loin. Ce qu'on veut dire, c'est qu'il ne faut pas faire du moite-moite. Ouais, c'est ça. C'est exactement ce que j'étais en train de me dire. Il ne peut pas y avoir de compromis. Si on essaye de faire des compromis d'une manière ou d'une autre, on va juste continuer à faire la même chose en fait que ce qu'on fait. La seule compromission dont Nitti a parlé, et celle-là, elle est très complexe, c'est celle de l'incidence de la famille Mara dans la gestion de la franchise au niveau professionnel, au niveau de l'effectif. Ah ouais, mais là aussi, malgré tout, je pense qu'il faut aussi ne pas faire de compromis en fait. Si on y va encore en se disant on va essayer de changer les choses, mais un petit peu en laissant quelques trucs en place, etc., on risque juste de continuer sur la même lignée parce qu'il va rester des bribes de choses et voilà. Et à un moment donné, en fait, quand tu tentes des changements, en fait, à un moment, il faut te dire, OK, qu'est-ce qu'on n'a pas encore changé, jusqu'où on va dans le changement, parce qu'on met des pièces différentes, mais il se passe toujours la même chose. Donc, mais Plax, on n'a pas encore exploré. Avec un patron de franchise qui est en phase terminale d'un cancer. Ah ben ça, c'est le problème, c'est qu'on n'avait pas besoin de ça. Je ne suis pas sûr qu'il ait le courage, dans son état de santé, et le mental qui va avec, je ne suis pas sûr qu'il ait le courage de faire des choix aussi durs si on doit pointer du doigt les membres de la famille, indépendamment de McDowell, qui interviennent dans la gestion de l'effectif professionnel. C'est le pire moment pour lui de le faire. C'est-à-dire qu'il faudrait attendre une échéance
malheureusement dans la vie de la famille Mara et de ce lien paternel avec les Giants depuis plus d'un siècle, pour que ça se produise. L'avenir à moyen terme, je ne sais pas, vous avez vu les images de John Mara, je veux dire, on voit les effets de la chimio. J'ai pas vu récemment. Il est vraiment, tu disais face terminale, il est vraiment dans la dernière phase. Quand tu le vois, tu te dis, bon, ça va être 50-50, quoi. Hein. Ouais, c'est chaud, là. Ouais. Il est affaibli, là. En plus, il est très jeune, donc c'est sûr qu'à cet âge-là, c'est compliqué. Hein. Non, il est affaibli et je pense que. Alors, il ne faut pas oublier non plus que l'ownership, les Giants sont détenus donc, par la famille Tisch et la famille Mara, et puis cette nouvelle famille qui a pris 10%, donc j'ai encore oublié. Mais voilà, la nouvelle famille, il a été dit clairement qu'il n'avait aucun pouvoir décisionnel sur les Giants. Ils en récoltent juste les bénéfices. Mais je me demande si justement Tisch, à un moment, qui a toujours été un copropriétaire très silencieux, il a laissé Mara prendre... Parce que Mara, c'est le fils de Wellington Mara, de Duke, qui a son pseudo, son surnom sur le ballon de football. Donc voilà, il a une place importante dans la NFL. La seule différence que John Mara a avec Wellington Mara, c'est que Wellington Mara, lui, il a été impliqué dans les affaires des Giants, il travaillait avec son père, il a appris le football, etc. John Mara, c'est un avocat. C'est un avocat de droit du travail qui a fait son boulot et puis au bout d'un moment, il est devenu directeur juridique des Giants. Il n'a aucune connaissance sportive. Il a appris sur le tard. C'est là où en fait un type McDonnell, en fait, il me semble un peu plus rassurant. Non pas qu'il soit prêt à gérer la franchise demain, mais le fait qu'il soit passé par des programmes comme Notre-Dame me fait penser qu'il a appris dans un bon cadre. Mais tout ça pour dire que, pour en revenir à John Mara, en effet, c'est très compliqué maintenant. Il faut que ce soit peut-être son frère, Chris Mara, qui est aussi au board, qui apparemment ne peut pas saquer Joe Shane. Donc, c'est ce que j'ai lu sur Twitter. Ça répondrait à la question de va-t-il rester ou pas, du coup. Voilà. Mais pour moi, je ne vois pas... Quand je vois cette conférence de presse de Joe Shane, où en fait, à chaque question, il commence par « I understand your question », qui veut dire... J'ai bien compris ce que tu cherches à me dire, mais je ne répondrai pas. Je te répondrai pas. Oui. Voilà. Mais attends, et ça, c'est pas lui qui décide ce qu'il doit répondre. Hein. Il a un mec avant qui lui dit tu vas répondre comme ci, comme ça, et il répond. Voilà. Par contre, il a été vraiment poussé dans les cordes. Et il a eu du mal parce que ce qui est difficile quand tu fais la langue de bois, c'est que t'es vraiment, au bout d'un moment, le mec arrête de te poser la question et puis tu passes à autre chose parce que le mec comprend que tu répondras pas. Sauf que là, il a été vraiment mis dans les cordes par certains mecs que moi j'aime pas trop, mais qui là pour le coup l'ont forcé. Et elle a été éprouvante cette conférence de presse pour lui. Hein. Ça a été difficile. Ouais. Bon, en tout cas, on a compris qu'il y avait des décisions très fortes à prendre et la vie, je pense qu'on est tous d'accord sur ça, si on y va à moitié, on risque juste de perpétrer ce qui se fait déjà et qu'il y a des problèmes qui sont assez profonds et il va falloir les résoudre et trouver les bonnes personnes. Et donc, on évoquait le fait que quelqu'un d'expérience qui a potentiellement un record déjà et qui a les épaules pour ça, et tu parlais du marché new-yorkais, François, qui a évidemment une importance aussi. Tout le monde n'est pas capable de survivre à cette pression-là, et ça va être important de mettre les bonnes pièces en face. On va finir sur les débats. Petit détail. Vas-y. Pardon, un petit détail dont on n'a pas parlé là, mais pourquoi aussi je parle de choix drastiques, c'est parce qu'on est tous d'accord, on s'accorde tous à dire qu'on a en revanche une génération de rookies qui est arrivée. Ouais. Carter peut-être un peu à part, mais il a encore une chance, évidemment, tu l'as dit tout à l'heure, Plax. Et on a peut-être un franchise QB, on a un bon running back, voire peut-être un très bon. Donc, c'est un tournant capital à prendre. Oui, en tout cas, si vraiment Jackson Dart est aussi bon que ce qu'il nous promet là, il y a une fenêtre de tir qu'il faut savoir prendre. Pour les 10 prochaines années. On parle souvent de la fenêtre de tir du quarterback rookie. Alors, même si sur les dernières saisons, il y a eu aussi des quarterbacks vétérans qui ont gagné, donc c'est pas indispensable qu'il soit rookie avec un petit contrat, mais malgré tout, il y a une fenêtre, et beaucoup disent, là c'est unanime sur la toile et sur ce qu'on peut entendre à droite à gauche, c'est que c'est un poste qui donne envie. John Gruden l'a dit, on a vu plein de monde qui le disent, c'est que le fait d'avoir cette équipe qui est quand même en bonne santé en termes de joueurs, hein, pas de coaching ou d'encadrement, mais cette équipe qui a beaucoup de jeunes talentueux,
pas de contrat gigantesque qui te flingue une franchise. Alors, il y a des gros contrats, évidemment. Un left tackle qui fait encore une saison incroyable. Defensive line qui est intéressante avec des joueurs qui vont pouvoir exploser potentiellement. Tout ça mis bout à bout avec un super wide receiver et tout. Une draft qui arrive où on a aussi des picks qui vont être intéressants parce qu'on n'est pas obligé de prendre un QB et on aura un pick haut. Donc tout ça fait que, a priori, c'est pas comme si il y a eu des saisons où on disait mais de toute façon personne ne veut de ce poste-là, ce qui n'est pas le cas du tout cette saison. Et puis de toute façon, et n'oubliez pas quand même qu'un poste de head coach en NFL, même si la franchise va mal, 36. c'est 32 postes au monde, donc dans tous les cas, ça donne envie à beaucoup de monde, quoi qu'il en soit. Ouais, mais c'est juste qu'en fait, là où il faut faire attention, et c'est pour ça qu'il faut vraiment virer Joe Schoen, c'est que si tu veux le meilleur candidat, il faut que tu lui proposes une situation qui soit saine. Tandis qu'en fait, si tu laisses Joe Schoen, ça veut dire que tu dis au prochain candidat, potentiellement, tu vires au bout d'1 ou 2 ans. Parce que je vais virer Joe Schoen et je vais virer le head coach aussi parce que le nouveau general manager va voir son head coach. Et pour moi, c'est pas le bon deal. Non, mais je suis d'accord. Et même s'il y a eu du bon dans ce qu'a fait Joe Schoen, je pense que c'est pas suffisant pour le retenir. Et il y a trop de points négatifs à le garder, je suis d'accord. On va finir sur le reste de la saison. Donc, je rappelle, on est en week 14, semaine 14 de la NFL. Il reste 4 matchs après ça. Donc, on va rencontrer le 14 décembre les Commanders. C'est notre prochain match. Les Commanders qu'on annonçait comme en pleine reconstruction, en pleine bourre et qui finalement font une saison pas terrible. Et leur quarterback a été blessé, il y a eu des problèmes, etc. Les Vikings, là aussi, qui était une franchise qui était vraiment stable et malheureusement, ils ont un quarterbacking qui est absolument affreux cette année. Là où l'an dernier ça se passait plutôt pas mal et avec la blessure de JJ McCarthy, finalement ça a été plutôt bénéfique pour eux qui se blessent parce que là il est plutôt moyen, donc là c'est 2 matchs qui sont prenables. Le 3e match c'est les Raiders. Là aussi les Raiders c'est vraiment pas bon du tout. Ils ont viré leur coordinateur offensif parce que ça se passait très très mal. Ils ont fait des changements forts à des postes importants et ça se passe très mal. Donc on a 3 matchs qui sont carrément prenables. Le dernier c'est contre les Cowboys. Les Cowboys qui étaient très mauvais en début de saison et qui se sont bien relancés, qui sont à 6-6 je crois, 6-6-1 à l'heure actuelle au moment où on parle. Ils ont malheureusement perdu contre... Ils ont perdu contre qui au dernier match ? Détroit. Ils ont perdu contre les Lions 44-30. Lions qui, eux, étaient sur 2 défaites consécutives et qui ont réussi à gagner contre les Cowboys. Donc, alors, on ne va pas parler de ça, on ne va pas se poser la question si Kafka peut rester, mais quel est votre avis, vous ? Qu'est-ce que vous pensez de cette fin de saison ? Ce serait quand même pas mal qu'on gagne des matchs. On n'est pas à se dire qu'il faut absolument... on n'est pas en mode tanking où il faut absolument qu'on ait le pick 2 ou 3. De toute façon, le 1 nous viendra jamais puisque je pense pas que les Titans aillent battre qui que ce soit. Mais voilà, je commence par toi, Nitti. Quel est ton avis sur cette fin de saison ? Combien on va gagner de matchs ? Comment tu vois cette fin de saison, toi, un peu pour les Giants ? Alors, pour moi, je suis hyper optimiste. Et je pense qu'on peut gagner 3 matchs. Ouais. Sur les 4 derniers. Pour moi, soit un Commanders ou Cowboys et les Vikings et les Raiders, pour moi, on les prend. Les Vikings sont tellement dans une situation où les joueurs ont lâché. Ils ont lâché les joueurs chez les Vikings, vraiment ? Parce que j'ai vu qu'il y avait des gros problèmes de QB où ils ont fait jouer un mec qui fait 4 interceptions, c'était cata, mais le reste de l'équipe a lâché ? Je pense que le reste de l'équipe, et notamment Justin Jefferson, ils ont lâché cette saison, je parle. Ouais. Ils ont lâché cette saison. Réception pour 10 yards au dernier match, cata. Voilà, c'est ça. Mais pour moi, on prend Vikings, Raiders. Je suis quasi sûr qu'on les prend même avec notre effectif qui a un bilan négatif. On les prend ces matchs-là. Et peut-être celui contre les Commanders. On joue à domicile. Il faut qu'on prenne notre revanche. Ça serait sympa. Ce qui est sympa, c'est qu'on va faire 3 matchs à domicile. Ouais. Et à domicile, même si le résultat n'était pas là, ça se passait bien tout de même en termes de production offensive. Maintenant, il faut que la défense essaye de nous promettre quelque chose de sensé, on va dire, cette saison, parce qu'ils nous ont fait des performances assez catastrophique ces dernières semaines. Ouais. Donc, je pense qu'on prendra 3. Ok, et surtout qu'on a la bye week pour bien préparer tout ça, parce que c'est vrai que Mike Kafka, il est arrivé, il n'a pas eu le temps finalement pour se préparer, il a dû enchaîner directement. Donc la bye week peut faire du bien, j'ai l'impression qu'il faut un peu
il y a un côté très mental aussi dans ce qui nous arrive. Il faut un peu se rafraîchir et revenir avec un esprit nouveau, une vision un petit peu nouvelle. Donc, ça peut effectivement nous profiter pour que. Après, on a vu des équipes qui sortent de bye week et qui font un match kata où tu te dis putain, mais qu'est-ce qu'ils ont foutu pendant 2 semaines, les mecs, c'est pas possible, quoi. François, tu as ton avis sur ce reste de saison contre 3 équipes qui sont quand même très faibles. Est-ce que tu sens qu'on peut faire quelque chose voilà. Qu'est-ce que tu en penses? Moi, je suis pas pessimiste et je suis pas non plus optimiste, plutôt réaliste. Je pense que c'est une équipe qui ne sait plus gagner un match. Ça, c'est sûr. Donc, elle est capable de battre, oui, puisque le calendrier de fin de saison, il est beaucoup moins difficile que celui de début de saison. On est tous d'accord aussi là-dessus. Objectivement, je pense que quand on regarde nos matchs, quand on regarde ces putains de 4e quart-temps, on fait tous le même constat, c'est une équipe qui s'écroule, quelle que soit l'adversité en face. Ben évidemment, après, dans n'importe quel sport, vous en profitez. Quand vous voyez que l'adversaire il vous offre des opportunités de le poignarder, ou vous ne faites pas dire 2 fois, je pense que c'est une équipe qui ne sait plus gagner. Et qui a peur même de gagner. C'est des choses qui existent. Je vous garantis ma petite expérience dans le monde pro, dans le sport collectif qu'est le football. Ça arrive des équipes qui aient peur de gagner parce qu'elles n'ont plus la personnalité, elles n'ont plus cet instinct d'achever l'adversaire. Et le 4e quart-temps sert souvent à ça dans notre sport. On le sait tous. Je pense qu'on va vers autant de défaites qu'il y a de matchs à disputer. Et c'est là où le head coach, il est archi important pour te mettre ce coup de boost. Et je pense, ça me fait penser au PSG l'an dernier, en Ligue des Champions, où grâce à leur coach, quand ils arrivent à la séance de penalty contre Liverpool, je pense qu'il leur donne ce petit truc en plus pour ne pas avoir peur, pour avoir... voilà. Et nous, on n'a pas eu ça. Je pense que tous les matchs qu'on perd en 4e quart-temps, avec un head coach qui est un vrai head coach qui sait l'idée des hommes, on les gagne ces matchs. Parce qu'il a les bons mots, il a la bonne manière de gérer, qu'on n'a pas eu du tout avec Brian Daboll. Oui, complètement. Ouais, mais on peut croire que c'est assez simple de le dire, mais le nombre de podcasts ou d'émissions de sport en France ou ailleurs, où on fait du tableau noir, où on utilise le mot potentiel, on utilise le mot schéma un peu plus dans notre sport. Mais au final, vous avez 11 mecs sur le terrain qui doivent, à un moment donné, s'ils savent ce qu'ils vont faire, s'ils savent comment l'exécuter, ça c'est une chose. Et après, dans la pratique, il faut le mettre en œuvre. Et nous, dans les 4e quart-temps, on a vu quand même des joueurs qui se liquéfiaient. Il n'y a pas d'autre terme. Je ne parle pas de Deontay Banks, qui a été en dessous de tout, mais des joueurs qui se liquéfient complètement. Donc, je ne vois pas pourquoi, après la bye week, avec un head coach qui était l'ancien coordinateur offensif, qui a quand même participé, pas de près ou de loin, mais de près, à cette décrépitude du jeu et du management de cette franchise, je ne vois pas quel mot il va pouvoir trouver pour tout d'un coup faire un reset de la psyché de 53 bonhommes dans le vestiaire pour que enfin on gagne les matchs. Je veux dire, ce qui s'est passé contre Détroit avec le kicker, vous en avez parlé, mais même la gestion du kicker, vous rendez-vous compte, la gestion du kicker a été abyssale. Qu'est-ce qu'on va attendre à ce moment-là de la gestion des linebackers, de la ligne défensive, des receveurs? Et encore, on a vu Wendell Robinson faire un match. Donc, on a comme ça, des fois, des gars qui sortent tout d'un coup du chapeau, et puis, boum, ça repart. Ça repart parce qu'il n'y a pas de cohésion managériale. Ouais, je suis assez d'accord avec toi. Je suis plutôt de l'avis de Nitti sur le fait qu'on peut gagner des matchs, mais tu as raison sur cette globalité. Maintenant, les adversaires, il y a quand même de la faiblesse, et il y a quand même si effectivement c'est mal géré ou quoi. Par contre, le fait de qu'est-ce qu'on va pouvoir dire, qu'est-ce que peut dire un Mike Kafka pour que les joueurs y croient alors qu'il était là depuis le début, et ça, je suis d'accord avec toi, l'assise n'est pas assez bonne pour lui pour faire quoi que ce soit, et son rôle là, il est vraiment très compliqué. On finit par toi sur cette dernière question, Thiago, et on va clôturer le podcast là-dessus. Ton avis, toi, sur cette fin de saison et ces 4 derniers matchs? Je pense que si les matchs s'arrêtent au 3e quart-temps, on gagne tout. Oui. Voilà. On va demander à Trump de changer la règle. Des tiers-temps à la place de quart-temps. Non, voilà. Non, mais bon, blague à part. Et puis j'allais dire, et puis si le kicker arrête de taper dans le terrain, et puis si les défenseurs se décident enfin à plaquer,
En fait, j'aimerais croire, je suis tout à fait d'accord avec Nitti quand il dit il y a des adversaires qui sont tout à fait prenables. Oui. Mais je suis aussi tout à fait d'accord avec François qui dit que si l'équipe se liquéfie complètement dans le quatrième quart-temps, je suis désolé, une équipe qui est moins bonne que nous sur le papier, mais qui joue 4 quarts-temps, va gagner contre nous qui, en fait, nous effondrons parce que les joueurs ne sont plus là, parce qu'ils se sont dit, de toute façon... Et en fait, c'est ça ce que... Alors, d'ailleurs, j'ai un peu de mal à comprendre ça. Quand tu dis, François, il y a des équipes et des athlètes qui ont peur de gagner. On en revient à notre discussion de pré-podcast. Il y a quelque chose dans le mental. Je me demande comment ça se passe. Enfin, ça doit être une question, en effet, pour des psychologues sportifs qui va être super intéressante. Pourquoi est-ce qu'il y a des joueurs avec tout le talent du monde qui, au bout d'un moment, ils n'y arrivent plus? C'est fini. Parce que ce n'est pas le talent qui rentre en ligne de compte. Gauthier, le talent n'a rien à voir là-dedans. C'est le mental et c'est le leadership que tu peux avoir dans un vestiaire ou pas. Moi, j'ai connu le vestiaire de l'équipe de France avec Pat Vieira, Thierry Henry. C'est des athlètes de très haut niveau comme les autres qui étaient dans le vestiaire avec eux, mais ils ont une psyché de champion. Ils ont pas c'est pas le talent qui compte. Le talent n'a plus rien à voir, mais plus rien à voir dans l'équation. C'est une psyché de champion. C'est des gars qui sont capables de regarder droit dans les yeux l'adversaire en disant « je vais te tuer ». Entre guillemets, je vais te marcher sur la gueule. C'est pour ça que je faisais référence à Jeremy Shockey quand il était rookie. Parce que pour un rookie, il avait ça. Donc, les années suivantes, ça s'est vérifié. Alors, il y avait Strahan, qui était évidemment le leader de l'équipe défensive chez les Giants. Mais quand tu n'as pas ce profil-là, et c'est des profils rares, mais quand tu ne les as pas dans ton équipe, et je n'ai aucune garantie qu'un Dart l'ait. Je pense qu'un Manning l'avait plus ou moins, qu'il a appris à l'avoir au fil du temps. Mais je ne sais pas si Dart l'a. Je ne pense pas que Skateboo l'ait. Je ne pense pas. Quand je vois les attitudes, et on ne parle même pas de Carter. Mais quand tu n'as pas ces joueurs-là, et quand ton coaching, ton head coaching est fébrile, tu peux avoir tout le talent, et on s'accorde tous ici depuis le début de la saison à dire mais oui, il y a du talent chez nous. C'est ce qui en plus décuple notre frustration. Mais quand ce talent, il ne repose que sur « Ah oui, mais j'ai du talent », mais en face aussi, mon gars, tu as du talent. En face aussi, tu as du talent, sauf qu'en face, tu as du talent et tu as un esprit de corps, un esprit de groupe où tu dois avoir quelques leaders qui, eux, vont te dire hey, les Giants en face, ils ont du talent, mais on va leur marcher sur la gueule. Vous savez pourquoi? Parce que c'est une équipe qui, à un moment donné, a un switch, un déclic mental qui fait qu'elle plonge. Vous croyez une seconde que sur les 14 franchises qu'on a affrontées, alors peut-être pas la première ou deuxième journée, la deuxième journée, on fait un match incroyable à Dallas, mais tous les head coachs en face de nous doivent insister là-dessus auprès de leur rooster quand ils préparent les matchs contre les Giants, leur dire il y a du talent, attention, ils ont un quarterback peut-être d'avenir, mais je peux vous dire une chose, à un moment donné, cette équipe, elle va s'effondrer sur ses bases. Et ça se vérifie à chaque match. D'ailleurs, ça me fait penser à ce plaquage des Patriots sur Jackson Dart, où beaucoup de gens ont dit « Ah, c'est dégueulasse, ça se fait pas, etc. » Non, pour moi, le plaquage, Jackson Dart était dans le terrain, le plaquage est tout à fait légal, je n'ai aucun problème avec ça. Et par contre, là où je trouve que l'erreur de Jackson Dart, c'est un dur, il veut y aller, etc. Par contre, le problème, c'est que Jackson Dart, il a donné des munitions aux Patriots, où là, tous les coéquipiers des Patriots, ils ont eu une chance de voir un de leurs gars mettre un gros taquet à un quarterback qui sont généralement inatteignables. Et là, ça les a boostés. Tandis que nous, on s'est effondré. Totalement. Mais totalement. Moi, je l'ai connu, encore une fois, avec le vestiaire des Bleus, mais d'autres vestiaires aussi où j'étais assez proche. Mais quand un défenseur me disait « Oui, lui en face, il est meilleur que moi ». Plus de talent, hein. On se souvient du mot talent, les amis. Il est meilleur que moi. Ah bon, et comment tu vas faire? C'est simple. Enfin, simple. Je vais lui mettre une boîte. Mais tu n'as pas peur de… Ah non, si j'ai peur, c'est lui qui gagne. Donc, c'est pas simplement il a plus de talent que moi. Je ne parle pas de Messi, mais il a plus de talent que moi. C'est moi, je vais lui mettre une boîte parce que je sais que dans le mental, il a une fébrilité. Et si j'active, je déclenche cette fébrilité, là, je gagne le match. Je le gagne d'emblée. Ce qu'il faut, c'est que le coup que je vais lui mettre, il soit dans la limite. Et c'est exactement l'analogie que tu fais avec ce qu'a fait le linebacker des Patriots face à Dart. C'est-à-dire qu'il a envoyé un message
à toute son équipe, à tout son squad défensif, voilà ce qu'il faut faire contre cette équipe parce qu'elle peut prendre un peu de confiance, un peu. Et voilà le message qu'il nous a renvoyé aux Giants. En fait, en plus, vous jouez les pleureuses. Alors, moi, je mets quand même un holà à ça parce que c'est Dart en face et que Dart, ça l'a pas enfoncé, hein, ça. Au contraire, moi, je pense mais que le reste, Dart, oui. il a besoin de ça Ouais. pour réussir. Mm. Et c'est pour ça qu'il va Oui. pas arrêter demain de se prendre des taquets et qu'il va se blesser parfois et qu'on sera Mm. frustré. Parce que Dart, il a besoin de contact. Et tu as des joueurs, ils sont pas dans le match tant qu'ils ne se sont pas fait exploser par un type. Une fois qu'ils sont fait exploser par un type, ils se relèvent, Ouais. ils se mettent un petit coup, ils se disent OK, là, ça y est, c'est parti, je suis prêt, on peut y aller. Mais c'est vrai qu'il y a ce côté-là. Et je crois que j'ai déjà donné cet exemple du côté psychologique. Quand je jouais, alors c'est un exemple de très bas niveau, mais ça avait un impact quand même. Le head coach, il nous avait dit, au premier jeu, on avait un linebacker dans l'équipe qui était équipe de France. Donc, c'était un mec quand même qui était assez solide. Il avait dit au premier jeu, au nose tackle, tu te décales, tu ne joues même pas le jeu. Le middle linebacker équipe de France, tu rentres comme un taré, tu exploses le centre. Et ça faisait faute et je ne sais plus ce qu'il y avait. Mais on s'en foutait parce que derrière, il y avait un impact psychologique sur tout le reste du match. Donc oui, clairement, ça peut avoir un impact, je suis 100% d'accord. Mais Dart, pour le coup, il est un peu à part pour ça parce que le fait qu'il se fasse exploser par un mec, il ne se dit pas après, oh putain, j'ai les miquettes pour tout le reste du match. Au contraire, lui, ça va le rebooster et ça fait partie de sa nature et il est comme ça. Et c'est pour ça que j'adore encore plus ce joueur. Du coup. Après, il a raté 2 matchs parce qu'à un moment donné, il ne s'est pas assez protégé. Ah, mais bien c'est sûr. Mais c'est dans sa nature et il aura du mal à s'en défaire, je pense. Mais par contre, le coup que tu évoques, Thiergo, là, c'est vraiment pour le coup. Parce qu'il y a un moment, il se fait exploser par un mec et là, c'est sale et je pense qu'il prend une pénalité d'ailleurs. Mais le coup qu'il prend, il ne gagne pas de terrain en plus. Il avait juste à sortir du terrain et le mec arrive. Et après, le choc, il est impressionnant. Mais en vrai, c'est épaule contre épaule. Il lui fait pas mal et il vole un peu, mais c'est rien du tout. Mais Ouais, non, voilà, mais il va falloir qu'il apprenne à se protéger. Mais malgré tout, moi, je pense qu'il a besoin de ce contact et il continuera à y aller, Dart, ça, c'est clair. Tout ça pour dire que avec cette discussion extrêmement intéressante sur le mental des athlètes, qu'on va perdre les 4 derniers matchs de la saison, tout simplement. Ouais. En fait, moi, ce qui me fait vraiment chier, c'est que, d'ailleurs, ils sont derrière moi, c'est mon fond depuis le début, mais les joueurs qu'on a pris cette année, on l'avait dit, c'est des mecs qui ont une mentalité forte. Skatebo, il l'a montré, Jackson Dart, il l'a montré, Abdul Carter, il l'a pas montré, malheureusement. Ça, on attendait vraiment quelque chose de plus important au niveau psychologique et domination et leadership, et on l'a pas vu. Et je voudrais pas qu'en fait il soit malheureusement aspiré et pris dans cette équipe et remis à ce niveau de médiocrité qu'ont les autres. Et ce serait bien que très vite on puisse revenir à un niveau qui est correct, parce que sinon les mecs au bout d'un moment ils y croient plus et t'as beau dire ce que tu veux, mais c'est le côté psychologique qui pourrait l'emporter surtout là. Moi je suis plus optimiste. Moi je suis plutôt team Nitti où je pense qu'on va gagner des matchs, et il y a la team en face, Thiergo François, qui pense qu'on va perdre tous les matchs qui restent. On verra qui a raison. On arrive à la fin de ce podcast. Je vous remercie d'avoir participé. Merci beaucoup Thiergo. Avec plaisir. Merci Nitti d'avoir participé également. Merci Plax, merci tout le monde. Et merci François d'avoir amené toute ton expérience sur ce podcast. Un plaisir les gars. On se retrouve pour le prochain podcast pour se débriefer de ce match contre les Commanders. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt sur un New John Podcast. Ciao. Salut. Ciao.